Donc je me présente, Sarah Dupont, je suis infirmière en réanimation pédiatrique et également coordinatrice de prélèvement d'organes. Donc je vais vous parler de la communication dans le don d'organes à travers une réflexion que j'ai eue lors de mon mémoire de Master 2 en éthique médicale alors que j'étais infirmière en réanimation adulte. Je vais parler essentiellement de la mort encéphalique, je ne vais pas traiter du Maastricht 3. Donc en réanimation, notre routine, c'est plutôt un lieu de restauration de la vie, un lieu symbole d'espoir. Cependant, c'est également un service où l'on meurt beaucoup. Les décès peuvent être vécus, hélas, comme un échec pour les soignants. Alors dans ce contexte, donc s'occuper du patient mort encéphalique, est-ce une prise en charge insatisfaisante ? Effectivement, la place du patient en mort encéphalique est peu ordinaire dans les missions de soins de réanimation. Très peu de patients meurent de mort encéphalique en réanimation. C'est également un événement brutal, soudain, que ce soit un accident traumatique ou non traumatique. Le travail auprès de ce patient est plutôt complexe. On parle généralement même de réanimation dite d'organes. Et donc à travers cette réanimation dite d'organes, forcément, il y a un risque de déshumanisation et d'une relation complexe qu'on peut avoir avec la famille. Plus la mort est technicisée et plus il est difficile de la distinguer de la vie, nous dit Kurt Byers. Effectivement, la prise en charge de ce patient donne l'illusion de vie. Tout ce contexte montre bien qu'il y a des freins au prendre soin. Donc les objectifs de la réflexion qui nous intéressent ici, donc de la réflexion que j'ai eue dans le cadre de mon mémoire, étaient donc comment prendre soin dans une prise en charge particulière de la mort en réanimation et comment les soignants surmontent-ils les obstacles de la communication. Pour ce faire, j'ai donc rencontré 13 infirmiers en entretien avec une expérience très variée, entre 2 et 21 ans. Et ces entretiens ont eu lieu dans 3 services de réanimation adultes. Parmi les résultats, brièvement, donc j'ai pu identifier des obstacles perçus par les soignants dans la communication, mais également, heureusement, ils ont des stratégies qu'ils mettent en œuvre pour pallier à ces obstacles. Alors, en premier, dans les obstacles, nous nous retrouvons face à un manque dans le vocabulaire, un manque ou un trop plein de vocabulaire. Donc parmi les témoignages, voici tous les mots que les soignants ont utilisés dans les entretiens pour caractériser cette mort. Mort encéphalique, mort cérébrale, cadavre vivant, mort par arrêt cardiaque, mort complète, décès, défunt, patient, tout ça pour caractériser la mort. Également, un obstacle dans la définition de la mort. Autrefois, c'était le cadavre qui montrait la mort. Aujourd'hui, avec la définition cérébrale, plus besoin de cadavre. La mort ne se montre plus, elle se démontre scientifiquement, nous dit la sociologue qui travaille en réanimation, Nancy Kentish-Barnes. Effectivement, la mort est caractérisée de façon scientifique. La mort aujourd'hui, c'est la mort cérébrale, avant tout, qu'elle soit primaire ou secondaire à l'arrêt cardiaque, nous dit l'Académie de la médecine. Dans les obstacles, il y a également le moment de la mort. Donc, parmi les entretiens, j'ai identifié quelques citations. Il existe un temps de latence, tant qu'on n'a pas enlevé les tuyaux, tant qu'on ne leur a pas rendu un cadavre. Il est mort lorsqu'ils ont prélevé le dernier organe. En réa, il n'est pas mort, enfin pas super mort. Comme s'il y avait une gradation, une échelle de la mort. Tant qu'il est chaud, il n'est pas défunt. Il faudrait un mot supplémentaire. La vraie mort serait peut-être quand tous les organes sont arrêtés, pas juste le cerveau. Ici, on voit donc que les soignants ont une vision de la mort qui s'échelonne dans des moments différents. Pour certains, c'est en réanimation. Pour certains, c'est à la sortie de la réanimation. Et d'autres, c'est au bloc opératoire. On voit donc que le moment de la mort est caractérisé comme un processus plus qu'un événement.
Il y a donc un temps scientifique, nous l'avons vu, mais il y a également un temps moral. Il dépend donc de l'expérience professionnelle et personnelle, de la culture de service, du contexte local, de la vision culturelle du corps et de la mort qu'a le soignant, et de la relation préalable qu'il a auprès des proches et du patient. Effectivement, donc il y a un temps scientifique, un temps moral, mais la mort est également culturelle et sociale. Une bonne mort est ainsi un processus qui respecte la dignité du patient jusqu'au bout, sans lui imposer des soins inutiles. Ici, on aborde ce qu'est un soin utile et inutile. Dans ce cas, il y a un dilemme du sens du soin. C'est-à-dire que le soin est-il encore utile auprès de ce patient ? Oui, parce que le but, la fin pour ce patient, c'est ensuite le prélèvement et donc la greffe d'organes. Mais pour nous, infirmiers, soignants en réanimation, on se retrouve face à une tension entre le but qu'on veut et le devoir qu'on a de soignant, entre s'occuper de ce patient jusqu'au bout et également le but qui est de prendre soin des organes en vue de la greffe. Donc si c'est si difficile pour le soignant, nous l'avons vu, alors pour la famille. Alors la famille, ce sont les profanes qui se retrouvent face à des médias qui nous donnent des informations plus ou moins vraies, donc voilà plutôt des informations fausses. Ici, on voit un blessé en état de mort cérébrale est décédé. Là, l'un des blessés toujours en état de mort cérébrale. Essai thérapeutique, le patient en état de mort cérébrale est décédé. Et le clou du spectacle, le jour où j'ai été en état de mort cérébrale. Donc c'est un journaliste qui a été témoigné de son expérience de mort cérébrale. Alors du coup, comment font les soignants pour glisser dans le prendre soin de la famille dans ce contexte ? Donc, on reprend les témoignages des infirmiers que j'ai rencontrés. Donc pour eux, c'est l'affaire de ceux qui restent. Respecter le choix, accompagner vers la décision, peu importe la démarche. Tu portes plus d'attention à la famille, au diagnostic de mort encéphalique, encore plus bienveillant, avec un rôle de soutien et d'explication. Les proches sont en effet un partenaire clé dans la démarche de don d'organes. Et nous sommes là pour évaluer leur compréhension, pour identifier leurs besoins, pour les accompagner dans la décision et enfin pour les entourer dans le processus de deuil. Alors nous, soignants, on va s'arrêter un peu sur l'ambiguïté de la parole, vraiment le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que les soignants parlent aux patients ? On va voir qu'il va y avoir un glissement du prendre soin du patient vers la famille. Alors, pour les soignants, c'est une histoire de respect. Je continue à lui dire ce que je vais faire, un moyen de prendre soin, d'humaniser les soins. Mais je ne vais pas lui raconter la pluie et le beau temps. Les soignants utilisent la parole au patient pour marquer le respect du mort et conserver son humanité. La parole, c'est à moi que ça fait plaisir, sinon c'est trop brutal. T'as pas envie de faire la transition. Ça nous renvoie à nous, nos proches, parfois violents. On le fait comme on le fait avec d'autres patients pour se protéger. On voit bien donc que la parole a un rôle de protection du soignant. Cependant, c'est aussi un obstacle. C'est un obstacle à l'acceptation de la mort. Donc vouloir se calquer sur une prise en charge un peu similaire à la prise en charge du patient dans le coma. Et les soignants sont capables de l'exprimer. Ce n'est pas bien pour la famille, ça ne les aide pas à comprendre. Je serais tentée de lui parler, c'est ma nature. C'est considéré comme une erreur, que ce n'est pas bien pour la famille, que ça ne les aide pas à comprendre qu'il est mort. On voit bien que là, la parole est une gêne au deuil des familles. Il faut en effet ne pas suggérer à la famille le doute de la mort. Je ne suis pas là en train de vous dire ce que vous devez faire ou pas. En éthique, on est plutôt là justement pour essayer de comprendre pourquoi on le fait surtout.
La parole doit parfois faire place au silence pour ne pas blesser, pour respecter un moment, l'intimité des émotions et comprendre l'intimité qui doit les accompagner. Le silence est alors respect de l'autre, de ce qu'il vit, où les mots ne peuvent rien apporter, nous dit Marie-Claude Valero, qui est une cadre infirmière. Alors donc on a vu un peu ce que ressentaient les soignants. Voici 2 études qui ont été faites auprès des familles et qui vont un peu nous permettre de voir si les familles ressentent de leur côté la même chose. Donc, les 2 études ont été faites auprès de familles de patients décédés. La première en France, au bout de 9 mois après le décès. Ils ont interrogé donc des proches de patients. Et la deuxième en Suisse, qui a été faite entre 5 et 17 mois après le décès des patients. Dans la première, voici donc dans le tableau le premier qui montre l'importance de la responsabilité dans la décision des familles. Alors on rappelle évidemment que la loi française fait appel au consentement présumé. Elle cherche à connaître la décision du patient avant tout. Mais lorsque le patient ne s'était pas exprimé, les proches se sentent malgré tout responsables. D'ailleurs, voilà, on essaye évidemment, on discute avec eux, et si une famille est complètement contre le don d'organes, évidemment on les écoute et on essaye d'échanger avec eux sur le sujet. Et cette responsabilité, c'est la preuve de l'attachement aux patients qu'ils ont. Donc il faut évidemment essayer toujours de se recentrer sur le patient à ce moment-là pour essayer de diminuer cette responsabilité que peuvent avoir les proches. Ensuite, l'ambiguïté des perceptions de la mort que les soignants avaient déjà exprimées. Donc des sentiments partagés, des difficultés à dire au revoir, des représentations de la mort toujours par l'arrêt cardiaque et le corps froid. On voit vraiment des similitudes entre ce que ressentent la famille et ce que pensent aussi les soignants. Donc il faut justement, juste pour revenir là-dessus, que l'information soit vraiment claire sur la définition de la mort et sur toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir. Enfin, lorsque le don d'organes est vu comme la bonne décision par la famille, il peut être un réconfort dans leur processus de deuil, une aide dans le processus de deuil. Dans la deuxième étude, elle s'est focalisée ici sur le comportement des soignants et l'importance que ça a sur le traumatisme que peuvent vivre les familles. On voit dans un premier temps le comportement du soignant focalisé sur la personne, donc la personne décédée, et le comportement du soignant focalisé sur l'organe. Et donc on voit ici que les soignants qui ont été focalisés sur les organes plus que sur le patient décédé, donc qui ont fait preuve d'une sorte de déshumanisation, entraînent un souvenir traumatique des familles. Alors, dans les messages à retenir, donc on va parler forcément de la mort encéphalique à un moment donné ou de la mort cérébrale, surtout pendant les entretiens d'annonce, mais ensuite auprès du patient, dans tous les échanges informels qu'on peut avoir avec la famille, il vaut mieux employer le mot « mort » simplement. C'est important parce que c'est vraiment plus clair pour la famille. Ensuite, les partenaires clés, donc les familles. Clairement, voilà, il y a un glissement du prendre soin vers les familles. Ils deviennent un partenaire clé et vous, soignants, vous l'êtes aussi. Les médecins sont entraînés, sont formés aux entretiens, mais les infirmiers qui se retrouvent vraiment au cœur de la prise en charge dans la chambre le sont aussi. Vous avez vraiment une place unique. L'accompagnement des proches. Et effectivement, c'est une prise en charge protocolisée, alors qui peut être facilitatrice par moment, dans une forme effectivement qui peut être risquée parce qu'il peut y avoir de la déshumanisation, mais qui peut aider à plus facilement prendre en charge ce patient. Je vous remercie.